Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Lancer le bouclier. Aujourd'hui, je reçois de nouveau Jean-Yves Dufour. Salut. Ça va toujours depuis la dernière fois? Bah oui, très bien. Parfait. Alors aujourd'hui, on aborde une autre thématique que celle de la dernière fois, à savoir aujourd'hui, on va parler de l'avenir de la France. Quel avenir pour nous, blancs, racialistes, français de souche, enracinés, identitaires, vous mettez tout ce que vous voulez, autour essentiellement des trois scénarios possibles évoqués par le regretté Guillaume Fay dans son dernier livre Guerre civile raciale, à savoir soit la soumission à l'islam, le lent pourrissement, soit l'hypothèse d'une guerre civile avec évidemment une victoire au bout ou au contraire une défaite. Dans l'hypothèse où on la gagne, évidemment, il y a mise en place d'une politique de remigration des populations extra-européennes. Toi, Jean-Yves, qu'est-ce que tu penses de ces trois scénarios? Est-ce que tu en imagines d'autres? Est-ce que tu penses qu'il y a un scénario plus probable que d'autres? Et de manière plus générale, qu'est-ce que tu vois comme solution à la crise ethnique qu'on est en train de vivre? Moi, notamment, pourquoi pas l'idée de répartition territoriale. Quel est ton avis là-dessus? Alors, ça dépend des échelles. Le premier scénario, donc, qui est la victoire de l'islam, Hmm. déjà, une victoire, elle serait pas forcément durable, de toute façon. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de victoire de l'islam? Plus ou moins, déjà. Oui. Mais en fait, si le fantasme, c'est de dire que le muezzin va appeler à la prière, je sais pas, 5 fois par jour, dans tous les villages de France et de Navarre pour 1000 ans, même le plus fou des djihadistes ne croit pas ça. Hmm. Oui, c'est un problème. Faut savoir de quoi on parle. En fait, si la situation s'éternise comme ça, avec un remplacement de population qui dure pendant des décennies, peut-être que ça se fera par la force des choses, parce que bah, une fois que la France a la population du Maghreb, bah, forcément la France devient le Maghreb. Oui. Mais même au Maghreb, c'est pas forcément comme ça non plus, tu vois. Bon, première chose. Donc je pense pas que Faye lui-même croit à ce scénario. Bon, on peut plus lui demander, mais il est obligé de le proposer. Oui, oui, c'est ça, bien sûr. De toute façon, c'était voilà, la guerre civile raciale était orientée autour de ça. C'est le regain, ouais, non, la victoire progressive en tout cas de l'islam chez nous, quoi. C'était aussi le scénario de Houellebecq. Oui, tout à fait, ouais. Mais c'est un scénario qui est fait pour réveiller, c'est pas un scénario qui est fait pour y Tout à croire. fait, oui, bah, de toute façon, on connaît le côté un peu provocateur et troll de, entre guillemets, de Faye, et Mais c'est voilà, ouais. ça. Et de Welbeck aussi, d'ailleurs. Mais oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas une prophétie auto-réalisatrice, c'est plus une piqûre. C'est ça, Tant qu'il y aura des Français en France, je pense pas que ça puisse arriver. Et je répète que même un pays comme l'Algérie, c'est pas l'entière soumission à l'islam non plus, quoi. bien sûr. Donc je vois pas pourquoi ce serait le cas en France. Tu vois, bon, il y a un problème à ce niveau-là. Donc, c'est une espèce de, comment on appelle ça, de croque-mitaine. Hmm. Mais c'est pas la réalité. Alors évidemment que pendant ce temps-là, il y a quand même des problèmes. Voilà. Et c'est là peut-être que qu'on peut faire appel à Soral, c'est l'islamo-racaille. Parce qu'en fait, ce scénario peut marcher que si on mélange islam et racaille, quoi. Oui. Et à un moment donné, qui gagne entre l'islam pur et la racaille pure, bah c'est là où on tombe sur le deuxième scénario qui est la guerre civile. Hmm, c'est ça. Alors après, donc ce scénario pur de guerre civile, moi de base, je pense pas qu'on puisse perdre une guerre civile chez soi. Oui, c'est vrai que ça, ouais, ça paraît un peu difficile quand même. Mais encore une fois, si c'est dans 100 ans et que dans 100 ans tu es complètement remplacé, Oui, c'est ça, toujours pas. tu pourrais la perdre, mais il y en aurait plus. Donc s'il y en avait une, tu la perdrais, mais il pourrait plus y en avoir, puisque si tu es remplacé, il n'y a plus de Oui. guerre civile, quoi. Ou alors c'est une guerre civile entre, exactement comme au Rwanda, quoi, si tu veux, entre les Hutus et les Tutsis, mais il n'y a plus de Français là-dedans. Hmm. Tu vois? Donc c'est un peu provoquant ce que je dis, mais bon. Alors après, donc si on dit qu'on gagne, tu dis derrière, il y aura une politique de remigration. Mais en fait, à mon avis, si on gagne, il n'y aura plus besoin de remigration. Oui, aussi, oui, oui. Il faut s'imaginer ce que c'est une guerre civile, quoi. Ouais. Je vois pas qui resterait à remigrer là-dedans, quoi. Oui, Ils seront tous morts, les tu mecs. vas pas aller essayer de remigrer les autres trois blessés de guerre qui restent. Ça paraît un peu improbable, oui. Voilà, tu vois? Donc en fait, moi, le problème de ce scénario, de ce corpus, c'est l'échelle de temps. Hmm, ouais. C'est-à-dire à combien de temps est-ce qu'on fait? Faye, si je ne m'abuse, cite la date de 2030. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça, hein. Bon, il peut pas aller plus loin, parce que si on va plus loin, on sait pas où on tombe. Et puis si on attend trop, de toute façon, les problèmes n'existent plus par la force des choses. Hmm, c'est ça. Parce que si on considère l'immigration de remplacement à ce rythme-là, de toute façon, il n'y a plus de Français. 2080, il n'y a plus de Français. Donc il n'y a plus besoin de faire de guerre civile ou de résistance contre l'islamisme. Bon, à la limite, s'il y a une résistance contre l'islamisme, ce sera au sein des populations maghrébines, quoi. Oui, voilà. C'est-à-dire entre les laïcs et les purs islamistes, quoi. Donc qu'est-ce que je peux te dire de plus par rapport à ces questions-là? Si je te donne ma conception des facteurs, en fait, des critères déterminants qui interviennent dans ce genre de choses, au niveau intérieur, j'en vois trois. Tout ce qui est
est économie, chômage et redistribution, tout ce qui est sécurité et tout ce qui est immigration par rapport à l'indigénat. Donc ça veut dire que est-ce qu'il y a de l'argent ou est-ce qu'il n'y en a pas? Tu vois, si plus personne ne travaille parce qu'il y a plus d'entreprises, je sais pas, à cause du Covid par exemple, tu vois, on a achevé le PIB du pays, les entreprises peuvent plus ouvrir parce que c'est dangereux d'aller travailler. Au cas où les entreprises doivent fermer, on les ferme préventivement. Voilà, c'est un peu ça. Il faut de plus en plus que ceux qui ont un peu d'argent le redistribuent à ce qu'on appelle le social, en fait, qui est à l'ethnique. Donc le peu de gens qui travaillent doivent tout donner à des gens qui travaillent pas et qui sont revendicatifs. À un moment donné, forcément, ça pète. Donc là, on est dans une telle de temps où ça pète assez vite. Ça peut pas durer encore comme ça pendant des dizaines et des dizaines d'années. Je ne le crois pas. Bien sûr. Quand Faye met 2030, il a raison. Je vois pas comment ça peut aller plus loin. Après, la sécurité. S'il y a vraiment des attentats régulièrement ou des agressions telles que chacun est plus ou moins touché par un de ses proches, on va dire toutes les semaines, c'est pareil, à ce niveau-là, ça pète déjà. Et même au niveau de la police, ça pète déjà. Ou alors, on finit par agresser les filles, ne serait-ce que pour leur prendre leurs armes, ou alors, on trouve par la force des choses, avec les chasseurs, etc., des moyens de s'armer, ou alors, on vole directement les armes. Je veux dire, la Révolution française, ça commence par la prise de la Bastille. On va chercher de la poudre et des fusils. Et puis, le facteur migratoire, s'il y a des étrangers partout, c'est-à-dire des individus dont on voit rien que quand on les regarde une seconde, on sait qu'ils sont étrangers à ce pays, parce que c'est ce qu'ils ont envie de donner l'air, déjà. Quand on parle de ghettoisation, ils se mettent dans le ghetto eux-mêmes. Oui, c'est l'auto-ghettoisation. Parce qu'on dit, vous les mettez dans des ghettos, c'est pas vrai. Quelqu'un je prends un cas extrême, quelqu'un qui se promène en burqa, il se ghettoise lui-même, il se discrimine lui-même. Bon. Et il le fait avec le sourire en plus, en se disant, je vous emmerde, quoi. Bon. Dans ce cas, un des scénarios que tu n'as pas évoqué là, mais que Faye évoque quand même, c'est la partition. Je me souviens d'un article où Faye parle de la partition. C'est exactement d'ailleurs ce qu'avait dit aussi Crevel. Sauf que des gens comme Faye ou Philippe de Villiers ne tolèrent pas a priori la partition, alors que quelqu'un comme Crevel pensait que ce serait pas forcément une mauvaise chose. On peut en parler. Effectivement, la partition peut avoir un intérêt. Oui, d'où ma question, effectivement, où je l'abordais, parce que moi ça me semble évident, mais c'est vrai que le Faye n'est pas là-dessus. Il n'est pas là-dessus. En tout cas, pas dans celui-là. Et pourtant, ça peut être une option intéressante si c'est pas un renoncement définitif, mais si c'est une fausse concession à durée limitée. C'est-à-dire, on dit par exemple, l'idée de Rodolphe, c'était de dire, on vous met, je crois, les quartiers de Marseille, ou même un peu plus largement, et puis à partir de là, vous faites votre charia, vous faites ce que vous voulez. Et les gauchistes qui veulent aller y vivre, ils y vont aussi, il n'y a pas de problème. Et en fait, ça va s'entretuer assez vite et ça durera pas longtemps. Et le but, c'est de reprendre dès que possible. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Fausse concession, je crois que c'est le bon mot. La concession stratégique. C'est ça. Et en plus, en 10 ans, juste après, regardez, ça n'a pas marché. Oui. La politique que vous avez mise en place n'a pas marché. Et donc, exactement comme ce qu'on reprochait aux nationalistes, on l'a fait plus pendant les 2 siècles à venir. Tu vois. Bon. C'est ça. À partir de là, ça sert de répulsif en plus. Donc, ça peut être intéressant pour plein de raisons. Puis si on lâche les quartiers nord de Marseille, ça change pas grand-chose, puisque on a bien vu avec aussi l'exemple du Covid que de toute façon, le couvre-feu, les contrôles, etc., ne sont déjà pas respectés de toute façon. Tout à fait, Donc je vois pas comment ça peut être. C'est déjà une partition, une sorte d'apartheid de fait territorial. Bon, donc c'est déjà le cas. Après, il y avait un certain nombre de déterminants extérieurs auxquels pour l'instant on n'a pas parlé et qui sont importants. Évidemment, les frontières, si tu as une crise économique ou une pandémie qui passe partout, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, mais évidemment en bien pire, là ça touche tout. Donc là, même à l'échelle nationale, tu gères pas grand-chose. Une guerre, une vraie guerre, pas une guerre civile, mais une vraie guerre, tu gères plus grand-chose, tu dépends du pays qui t'agresse ou contre lequel tu te bats. Une immigration que j'appelle déferlante, alors là, vraiment, il faut imaginer une énorme vague, quoi. Là, c'est le camp des saints tous les jours. Ou alors, une ingérence étrangère directe. Ça, c'est un scénario dont on parle jamais. Moi, j'avais essayé d'en parler un petit peu dans l'ombre au sommet. En fait, c'est ça le plus important. Là, on a l'impression que la France, c'est un pays isolé du monde. Ouais, c'est vrai, parfois, Que la France peut tomber comme ça, tout à coup. Mais en fait, c'est impossible. C'est impossible. Tout à fait, comme ça, parce que les pays étrangers vont réagir. Si la France était le Bhoutan, peut-être que ça changerait rien, mais comme la France, c'est quand même une puissance nucléaire, tu vois, les Américains, les Européens qui sont proches n'ont pas envie que la France tombe aux mains d'une puissance, on ne sait pas ce qu'elle va faire avec, tu vois. Il y aurait des réactions assez vite. Tout à fait, Et les réactions, elles viendront si nous, on prend le pouvoir et on fait des choses un peu à l'arrache qui ne plaisent pas, sans faire d'alliance auparavant et sans s'occuper de ce qui va se passer, on aura des problèmes. Et ben eux, ils en auront aussi. Oui, tout à fait. Avec deux sens, Voilà, exactement. Donc
Donc du coup, je dis tout ça pour relativiser un peu ces scénarios un peu caricaturaux quand même. Moi, c'est aussi dans ce sens-là que je me définis comme européen. Ouais. J'espère quand même que ça va réagir autour. Mais pas que l'Europe. En fait, C'est stratégique, mais bon. mais là, ça dépasse l'Europe. Là, c'est les puissances mondiales. Oui, ça dépasse l'Europe, oui, Bon. tout à fait. Alors peut-être pas la Chine et l'Inde, mais les États-Unis, c'est sûr. Même peut-être le Japon, ou même pourquoi pas la Chine finalement, pourquoi pas. Grosse communauté chinoise en France, pourquoi la Chine n'interviendrait pas? J'en sais rien. C'est pas impossible. Ouais. S'il y a vraiment des problèmes. Il faut savoir que si on a le Covid en France, c'est essentiellement, et s'ils l'ont aux États-Unis, c'est essentiellement à cause des vols entre les États-Unis et la Chine, et Paris et la Chine. Oui. Là, énormément. Hein. Il y a beaucoup de gens, c'est pas forcément des immigrés, c'est des gens qui font du business avec la Chine, donc de France vers la Chine, mais il y a une certaine immigration de la Chine vers la France. Ouais, bien sûr. Même, je veux dire, une immigration touristique, une immigration de gens qui vont voir leur famille et qui repartent après. Hein. C'est pas quand je dis immigration, c'est pas des gens qui restent, mais il y a beaucoup de vols, quoi. Voilà. Même dans une ville comme Toulouse, on le voit, par exemple. Donc je parle pas de Paris et je parle pas de Roissy. Ouais. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Alors, est-ce que tu penses, toi, comme Guillaume Fay, que la guerre civile ethnique n'est pas seulement inévitable, mais souhaitable? Enfin, dans le sens, voilà, pour ouvrir les yeux aux masses sur la réalité du non-sens d'une immigration massive chez nous. C'est quoi ton avis sur le sujet? Parce que c'est vrai que ça peut paraître trash comme ça, mais bon. Mais Enfin, moi, je comprends en tout cas ça l'est voilà. trop pour moi. Moi, je pense que la guerre n'est jamais souhaitable. Parce que si pour ouvrir les yeux de quelqu'un, t'es obligé de le tuer, ça change pas grand-chose derrière. C'est sûr. Donc non, je pense pas ça. Parce qu'en fait, la question derrière, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces cons, ils ouvrent les yeux. En fait, moi, je pense que les idées s'incarnent pour la masse. Les gens ne sont pas des idéologues, ne sont pas des penseurs. Et on peut pas leur reprocher. On n'a pas besoin de penseurs à tous les niveaux non plus. Parce que sinon, à un moment donné, plus personne n'obéit aux ordres, quoi. C'est ça. Donc au bout d'un moment, tu vois, si c'est pour contredire les ordres toutes les 5 minutes, bon. Donc à un moment donné, il faut y aller, quoi. Donc je pense que pour la masse, les idées doivent s'incarner. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles s'incarnent pas parce qu'on n'a pas de dirigeants charismatiques. Et en fait, c'est pas de dirigeants, on n'a aucun homme politique suffisamment charismatique, ni au pouvoir, ni dans l'opposition, pour réellement faire partager par la force des choses sa vision du monde et sa vision de la France et de ce qu'il faut faire. Donc du coup, personne n'ouvre les yeux. Mais si demain, et ça peut aller très vite, quelqu'un que les Français connaissent ou apprennent à connaître, hein, ça peut aller avec la technologie, ça peut aller assez vite. Hein. Oui, tout à fait, oui, les réseaux sociaux, tout ça. Quelques heures. Hein. Bon. Si quelqu'un qui devient charismatique et qui est présenté et qui est cru comme un recours dit certaines choses, et ben 3 heures après, toutes ces choses iront de soi. Et des gens qui n'avaient jamais réfléchi à ces idées ou qui étaient contre vont devenir pour. C'est pas de la magie, mais c'est une forme de magie quand même qui s'appelle le charisme. Hein. C'est comme il faut pas croire. Nous, on a tendance à intellectualiser les choses parce qu'on y réfléchit avant que ça se produise. Pour la plupart des gens qui n'y réfléchissent pas avant que ça se produise, ils finissent par avoir un avis, surtout quand la question se pose. Donc faut pas avoir peur à ce niveau-là non plus. Nous, on fait les choses avant que quelqu'un soit là pour incarner l'espoir, les idées et le leadership. Mais quand il y aura quelqu'un, ça ira beaucoup plus vite et peut-être qu'il s'appuiera lui-même sur le travail qu'on aura fait, hein, évidemment. Hein. Les hommes charismatiques sont pas forcément des grands penseurs non plus. Ils ont généralement soit des conseillers, ils reprennent des thèses qu'ils ont lues et qu'ils partagent, et puis après, à partir de là, ça fait tache d'huile. Ouais. Est-ce que tu penses aussi, toujours dans ce cadre-là, que la remigration est réellement réalisable? C'est pas très grammatiquement correct ce que j'ai de dire, mais ou est-ce qu'il s'agit d'un doux fantasme de droitard de plus finalement? Alors, la remigration, je t'ai dit, si c'est suite à une crise, c'est trop tard. Oui. Tu vois, si c'est à la fin de la guerre ou si c'est au début, ça n'a pas de sens. La remigration, elle serait justement un facteur qui empêcherait un problème, qui empêcherait la crise. En l'occurrence, la crise, c'est-à-dire sécuritaire massive. Hein. Quand on parle de guerre civile, on parle de ça. Alors, est-ce qu'elle est possible? Je pense que oui. Alors évidemment, il faut que les règles soient strictes, qu'elles ne soient pas arbitraires, et évidemment qu'elles soient tolérées par le peuple, au minimum le peuple autochtone, qui conserve encore le monopole globalement des forces exécutives, hein, dans les polices, dans les douanes, etc. Je parle pas de la sécurité privée dans les aéroports, mais je veux dire globalement, a fortiori les officiers, et même en dessous, beaucoup d'exécutants purs, dans ces domaines-là, sont des Français. Et si ces gens-là, à un moment donné, sont d'accord avec ces idées, ils le feront, ils le mettront en place. Et ils seront d'accord avec ces idées quand ils verront qu'on peut plus faire autrement. Bon, on peut donner des exemples. Par exemple, le moindre délit sécuritaire peut amener en prison, par exemple, peut amener à une expulsion, voire un rétablissement de la peine de mort. Peut-être pas pour un vol à l'étalage, mais je veux dire, on peut faire beaucoup de choses. Pour un port de vêtements qui est interdit, il faut pas se balader comme ça, on t'avait prévenu, voilà, les choses sont claires. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on ne le fait pas pour éviter une petite émeute. Mais si des petites émeutes, tu les as de toute façon, on n'aura plus peur de les provoquer, elles seront déjà là, et donc on réagira. Quoi. Si on dit, par exemple, il est interdit de produire, de consommer
de vendre de la nourriture halal et cachère, par exemple. Bon, je rajoute le cachère pour pas qu'on dise qu'il y a du favoritisme pour l'un ou l'autre. Évidemment. Parce que généralement, les communautarismes se nourrissent les uns les autres. Donc du coup, on fait pas de jaloux. Bon. Bah, tu dis c'est interdit d'en faire le commerce, etc. Et donc du coup, le moindre truc qui est pris en... Pour passer pour un vrai extrémiste, tu aurais dû parler aussi de la bouffe végane en même temps. Comme ça, il n'y a vraiment pas de favoritisme. Mais bon. Dire, est-ce qu'on peut interdire l'eau, tu vois, au bout d'un moment. Ça, après, ouais, où est la limite? C'est ça. La dictature, on y prend goût, surtout quand on a le pouvoir. Non, mais s'il n'y a plus rien, je connais pas assez le véganisme pour répondre à cette question. Mais bon, en tous les cas, moi j'ai... Non, mais c'était une blague à la con. Non, mais je comprends. Mais en tous les cas, tu veux vraiment remigrer les véganes, c'est la question. Oh, tu sais, il y a beaucoup de blancs que j'aurais migré en ce moment. Comme dire l'autre, j'ai mes petites listes. Bon, je pense que les exemples, je les ai donnés, ils sont clairs. Quelqu'un qui est connu défavorablement, comme on dit, des services de police et de justice, peut faire la vie d'un arrêté d'expulsion, pourquoi pas. Alors évidemment, tout ça, ça nécessite un certain nombre de choses. Ça nécessite, à mon avis, la fin de la double ou plus nationalité. Ah, tout à fait, oui. De toute façon, dans un système normalement, il faudrait aussi distinguer une citoyenneté et nationalité, ce qui n'est pas le cas. Donc, ça n'engendrerait pas forcément de problème civique si le mec garde sa citoyenneté, mais ne perd que la nationalité, par exemple. Tu vois, oui. Tant qu'il n'est pas vraiment pris à faire, tu vois, un étranger lambda auquel on reproche rien que cette double nationalité, il perdrait pas ses droits civiques en même temps. Tu vois, on peut imaginer ça pour pas l'emmerder plus qu'autre chose. Évidemment, si par la suite il dérape, il sera repris. Mais tu vois ce que je veux dire. Bon. Je pense que si on reste juste, il n'y a pas de problème. Tu vois, le moindre écart, tolérance zéro, quoi. C'est pas compliqué. Hein. Donc, le prérequis, c'est la fin de la double nationalité ou plus, et puis certainement s'entendre avec les pays où on les renvoie. On ne peut pas débarquer comme ça des gens où on veut contre la loi, parce qu'en plus, où est-ce qu'on va débarquer quelqu'un, c'est le gros problème, on ne sait pas. Donc on est obligé de travailler avec... c'est du cas par cas, mais c'est aussi à une échelle un peu plus massive. On dit, bah, tiens, il y en a 1000, il y en a 10 000, etc. Et puis on peut les acheter, on peut les vendre. De toute façon, dans la mesure où on paye déjà pour eux, même s'il faut payer pour les balancer, vu qu'on paye dans tous les cas, à la limite, c'est pas grave, on peut être prêt à payer un peu, et puis au moins, ils ne reviennent plus, quoi. Bien sûr. Et évidemment, ça nécessite de faire un super fichage. Par exemple, là, les empreintes digitales, tu es obligé de les prendre à chaque fois. Sinon, tu vois, tu peux pas dire, tu demandes son nom au mec, il te donne un faux nom et un faux pays d'origine. Il faut vraiment contraindre aussi les pays étrangers, sous réserve de stopper toute immigration, à établir un contrôle qui est basé là-dessus. Je sais pas moi, contrôle rétinien, contrôle d'empreintes digitales, etc. Avec des documents inviolables, tu vois, type passeport biométrique, etc. Non, mais c'est important que tu parles de ce volet-là, justement, de relations en tout cas avec les autres pays, parce que c'est souvent un volet qui est oublié. On parle souvent de expulser ces gens-là, mais oui, mais pour aller où? Obligé. Et s'ils veulent pas, c'est simple, arrêt total de tous les échanges commerciaux et migratoires avec eux. Oui, voilà, s'il y a ce moyen de pression-là, tout à fait. Ouais. Comme ils auraient plus à perdre qu'à gagner avec ça, et qu'en plus on les payerait s'ils acceptent, il n'y a pas de problème. Ah, puis on peut leur faire un petit chantage à la réappropriation culturelle en disant, écoutez, vous débrouillez très bien avec vos fabuleuses civilisations millénaires maintenant. Mais oui, non, mais c'est ça le problème. On va pas vous emmerder avec l'histoire du capitalisme, écoutez. Tu as conscience de troller. Oui, mais tout à fait. Non, mais je le précise parce que peut-être qu'il y a des naïfs qui ne le comprennent pas. Il faut bien avoir conscience que ce discours servi par les gauchistes, les étrangers, eux, a fortiori les afro-orientaux, ce que j'appelle afro-orientaux, n'y croient pas du tout. Donc ils ne l'utilisent pas. Ils l'utilisent si on leur sort comme excuse, ils vont pas dire non. Mais de base, ils le sortiront jamais tout seuls comme un argument. Ah, bien sûr. Donc c'est pas la peine de leur servir, quoi. Ça, si c'est pour se foutre de leur gueule, ça marche pas, quoi. Je te sens pas inclusif avec mes blagues aujourd'hui, Jean-Yves. Je suis déçu. Donc tout ça pour dire que cette remigration peut se passer. Et alors après, là, on parle de remigration à l'étranger. Il reste un volet franco-français parce qu'on a quand même la chance d'avoir un territoire avec beaucoup d'outre-mer. Oui. Ça veut dire que si jamais on nous refuse, on en a trop et trop de pays nous refusent l'accès à leurs frontières pour déverser une surplus de population criminelle qu'on a chez nous, en métropole notamment, eh ben, on devra utiliser nos îles ou nos territoires, je pense à la Guyane par exemple. Oui. Je pense qu'on pensait à la même, oui. Pour y déposer en toute légalité et dans le respect des droits de l'homme les plus élémentaires, nos ressortissants. Puisque après tout, certains disent ils sont français, et c'est vrai que pour beaucoup, les plus revendicatifs sont ceux généralement qui n'ont jamais mis un pied au bled mais qui sont français. Le fameux paradoxe, oui. Voilà, qui sont français par papier. En tout cas, si vraiment il faut le faire, on pourra les déposer en Guyane avec interdiction de revenir en métropole, c'est pas impossible. Et ça, personne ne pourra nous le reprocher. Je parle pas d'une prison, je parle de les mettre en Guyane. Et on n'aura pas de prison à payer, on n'aura pas de maton à payer, on n'aura pas de nourriture et d'hébergement à payer, on les dépose et c'est tout. Voilà. Et en plus, je pense que l'écrémage va se faire assez vite parce qu'ils vont s'entretuer là-dedans. Ah oui, c'est sûr. On n'a plus de sous pour la police, c'est vraiment dommage.
C'est dommage. Mais tu vois, justement, ouais, quand je parle de remigration, je pense à ça aussi, c'est la surpopulation et la surreprésentation de ces gens-là en prison, qui nous coûte, là, c'est quand même un coût assez considérable, donc ça réglerait aussi ce souci-là, quelque part. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors justement, on parlait de mythes et de fantasmes, de tout ce qui est migration, enfin, qui peut être vu comme ça de la part de certains, qui évidemment sont dans le nihilisme, de tout ce qui est racisme anti-blanc, remplacement, globalement, ça leur parle pas trop. Pour eux, c'est de la science-fiction, ça aussi. Justement, pour moi, le coup d'État aussi fait partie justement de ces grands mythes. Tu vois, j'aimerais savoir pour toi, quel secteur phare de la société française il faudrait dynamiter en priorité pour espérer reprendre un peu le contrôle du pays. Alors, je comprends pas bien la relation entre les deux, entre le coup d'État et ces secteurs phares. Enfin, moi, je les avais identifiés à l'époque en parlant du secteur de la justice, mais là, je parle vraiment en termes de stratégie pure, en fait. Non, mais alors, je vais répondre un par un. Sur le coup d'État, j'avais corrigé un bouquin de Rodolphe Crevel. Je sais qu'il était assez porté là-dessus, Rodolphe, ouais. Non, mais oui, mais en fait, non. C'est-à-dire que si tu lis ce bouquin qui s'appelle, avec le général de Villiers, genre le coup d'État n'aura pas lieu, ou un truc comme ça, en fait. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Pourquoi le coup d'État n'aura pas lieu? Lettre à un général qui n'existe plus. Voilà, c'est ça. Dans la mesure où il n'existe plus pour faire son coup d'État. Et donc, en fait, c'était quelque chose qui est écrit en 1910 ou 8 ou 10 par Maurras, entre autres, si le coup de force est possible. Très beau bouquin, d'ailleurs. Crevel a dit, c'est pas le coup de force, c'est le coup d'État militaire, ce qui est différent. Parce que le coup d'État n'est pas forcément Oui. Mais là, on parle d'un coup d'État Tout à fait. militaire, il est plus possible au regard de l'anthropologie, de la sociologie, de l'armée française. À la fois dans le corps des officiers, mais surtout des officiers supérieurs et des généraux. Oui, aussi. Parce qu'on a fait une émission sur le sujet, je pense que c'est assez clair. Les troufions ne seraient pas forcément contre. Hein. Oui. Il y a un petit dictateur dans chaque troufion, mais et en fait, les chefs qui n'osent plus, qui ne veulent plus. Et donc ça, tu les changeras pas en une génération. Bon. C'est clair. Donc du coup, par rapport à ça, pour moi, c'est mort. Et c'est ce dont était obligé de convenir Rodolphe Crevel à la fin de ce petit bouquin, qui prenait en exemple le général Pierre de Villiers, qui justement est en train là de réfléchir à se présenter. Alors j'ai vu qu'il y avait déjà le général Martinez, Antoine Martinez, je crois que c'est lui, qui possible. Il y a quelques semaines, qui vient de lancer sa candidature pour 2022. En 2017, on avait le général Didier Tauzin. Alors, Martinez est sur une ligne beaucoup plus dure que Tauzin, alors que Tauzin était déjà présenté comme un dur. Villiers est entre les deux, quoi. Alors, le seul intérêt de Villiers, c'est que s'il y va, en fait, c'est son frère qui est derrière. Ouais. Donc, du coup, on peut imaginer que là, ça fasse quelque chose d'intéressant. Après, Martinez a l'air bon, mais le problème, c'est que c'est un général retraité. Voilà, c'est une élection démocratique, il se présente tout seul. Là, on parle pas du coup d'État, là, on parle d'un général qui fait de la politique, un petit peu. Voilà. Pas de Gaulle, hein. Je rappelle que De Gaulle, lui, faisait les deux. Tout à fait. En plus, c'était un habitué du coup d'État, De Gaulle. Ou du pseudo-coup d'État, mais il était bon, mais il arrivait à le faire quand même. Mais De Gaulle n'est jamais arrivé au pouvoir normalement. Bien sûr. Il l'a toujours fait par un mini coup d'État. C'est pas du tout l'optique de Martinez, de Villiers ou de Tauzin. Oui, bien sûr. Grosse différence. Voilà. Après, pour la question, alors quel secteur phare de la société française faudrait-il dynamiter pour reprendre le contrôle du pays? C'est-à-dire, en fait, quels sont les plus grands corps constitués de collabos? C'est ça la question. Voilà. C'est un super résumé, je pense. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je pense à dire que, de base, et c'est ce qui est pratique avec les collabos, c'est qu'ils finissent toujours dans ton camp. Oui, c'est le propre du collabo, oui. À partir du moment où tu as non pas parce qu'on est des collabos nous, c'est pas ça que je veux dire, mais à partir du moment où tu te rapproches du pouvoir, évidemment, le vent tourne et eux, ils le sont que pour des raisons opportunistes. Parce que sinon, j'appellerais pas ça des collabos, j'appellerais ça des adversaires politiques. Il y en a. Bien sûr. Mais là, on parle pas de ça. On parle de gens qui sont des lâches, en fait, dans toutes ces institutions. Ces institutions, tu as commencé à citer la magistrature. Je vais en citer 4. Il y aurait aussi l'éducation, les médias et la police. Je pense qu'on tombe assez d'accord. Maintenant, je vois pas que ça voudrait dire reprendre la magistrature, l'éducation, les médias et la police. Déjà, le fait d'avoir un bon ministre, rien que ça peut être suffisant. Tout à fait. Parce que l'administration française est de toute façon organisée de manière telle que les ordres redescendent. Et si tu donnes pas derrière des ordres complètement fous, ils vont être respectés. Il y en a qui refusent de suivre. Ben pareil, quelques exemples. T'en vires quelques-uns, t'en mets quelques-uns aux arrêts. Tu peux même en exécuter quelques-uns pour haute trahison, si c'est des directeurs de cabinet, si c'est des préfets, etc., qui refusent d'obéir. Et puis derrière, les autres vont rentrer dans le rang. Faut pas croire. Bien sûr. Je veux dire, s'ils ne se rebellent pas aujourd'hui, quand ils foutent le bordel, en fait, ils se rebelleront pas demain quand il s'agira d'arrêter le bordel. C'est clair. Je n'y crois pas une seule seconde. C'est totalement improbable, bien sûr. S'ils sacrifient pas leur vie aujourd'hui pour le pays, ils le feront pas demain. Voilà ce que je pense. Alors, une question un peu plus théorique, j'allais dire, un peu plus générale. J'ai envie de te poser la question, comment garder espoir et tenir bon concrètement aujourd'hui quand on partage le constat justement de Guillaume Fay en 2020? Alors là, je parle pas des 3 scénarios, hein. Je parle du fait que l'islam est en train de gagner sur tous les terrains, quoi. Alors,
moi, je focalise pas sur l'islam. Peu importe, mais profite de la question pour caser ça. Attention, tu vas te faire traiter de sauralien après. Non, mais Pas d'emmerde. ça n'a aucun sens. D'ailleurs, si c'est le cas, j'en profite pour citer un petit article que Thomas Joly avait repris sur son blog. C'était quelques lignes que j'avais écrites sur Facebook et qu'il a repris en me citant, qui s'appelle Pour en finir avec l'islamophilie dans la droitosphère ou un truc comme ça, ou national. Donc, je veux dire, on peut pas dire, bon, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'islam n'est pas assez installé en France, et en plus, il est pris en otage entre différentes factions, entre les Arabes, entre différents pays du Maghreb, notamment l'Algérie et le Maroc, etc., entre la Turquie, et du coup, tout le monde se tire dans les pattes, entre les Égyptiens, les frères musulmans, etc., et du coup, personne ne gagne là-dedans. Et comme ils n'arrivent pas à s'entendre, parce que généralement, ce sont des islams nationaux, plusieurs islams par pseudo-nation, que l'Algérie elle-même n'est même pas une nation. Enfin, tu vois, en fait, c'est très découpé tout ça, c'est très morcelé. Oui. C'est pas une menace. Et la seule menace, en fait, c'est qu'une islamo-racaille peut Allahu Akbar dire dans la rue. C'est ça. Tu vois, une société islamique, c'est pas des gens qui sont poignardés dans les rues, c'est pas ça. Une société islamique, c'est une société vraiment islamique où tu dois te comporter en demi toute ta vie. Oui. Il n'y a plus de poignardage, je veux dire, dans les rues une fois que l'islam règne pour de bon. Donc là, c'est pour ça que Soral là-dessus n'est pas complètement obsolète non plus. Faut pas exagérer. Ah oui, non, bien sûr, je dis ça en rigolant, mais oui. Donc, en tous les cas, mettons, quand on partage le constat plutôt de guerre civile larvée, en fait, c'est ça qu'on va dire, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est vraiment bon. Moi, ce que je pense, c'est que pour tenir bon moralement, c'est ta question, dans un tel contexte, Tout à fait. il faut pas tout politiser. Par exemple, Ouais, c'est vrai. à chaque fois que quelqu'un va faire une déclaration, je sais pas moi, tu vois, une star ou une mannequin ou un chanteur qui ramène sa gueule en politique, Il y en a. évidemment, qui va sortir une banalité gauchiste. Oui, c'est sûr. Là, il faut pas sauter partout en disant c'est foutu, tout le monde pense comme ça, parce que le gars il pense rien, il dit ça parce que c'est dans l'air du temps, parce que ça va lui rapporter des fans, ou voilà, mais je veux dire, c'est pas ça qui fait que, tu vois, il a le droit de dire ça sans que derrière il y ait qu'un suicide, quoi. Faut pas tout politiser. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup ce biais-là chez les FAF, moi y compris d'ailleurs. Non, mais c'est quelque chose qui devient naturel. Et qui est entretenu par les médias d'ailleurs, qui foncent dans ce truc-là. Je saurais pas dire, mais en tout cas, ça peut être naturel quand on s'intéresse de près et suffisamment à la politique. Et c'est un travail sur soi que d'essayer justement de prendre du recul sur ça dans les autres sphères. Voilà. Et puis après, il y a d'autres moyens de garder l'espoir. Par exemple, si tu sais pourquoi tu te bats, tu vas pas dramatiser les choses, tu vas faire ton devoir simplement. Il faut aimer la vie, je pense. Il faut avoir d'autres passions que la politique, évidemment. Oui, bien sûr. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être de l'art, ça peut être de la gastronomie, ça peut être des promenades, ça peut être des paysages, ça peut être votre vie de famille, ça peut être votre travail, ça peut être n'importe quoi, mais ou un ensemble de choses. Évidemment, idéalement, plus il y a de choses qui vous font aimer la vie, mieux c'est. Qu'est-ce que c'est qu'une islamo-racaille ou un collabo? Ce sont des gens qui n'aiment pas la vie, ce sont des destructeurs, ce sont des investisseurs ou éventuellement des créateurs ou des rêveurs, ce sont des destructeurs. Tout à fait. Donc nous, il ne faut pas qu'on pense comme ça. Il faut qu'on soit le contraire. C'est ce qu'on est de base. On veut sauvegarder ce qu'ils appellent le conservatisme. En fait, c'est sauvegarder déjà son cadre de vie, puis ensuite éventuellement son peuple, quoi, et son pays. Oui. Donc, ça correspond en tout cas. Voilà, en fait, c'est des choses très très simples. Hein. Bon. Donc, je pense que ça permet de tenir bon. Après, si on devient soi-même un collabo au sens années 40, le collabo fou furieux, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, je vis dans un pays avec que des collabos, justement pour le coup, avec que des traîtres et des salopards. Et donc, genre Hitler, avril 1945, tout le monde peut crever, quoi. Allez tous vous faire enculer. C'est souvent ce qu'on peut reprocher, ce qu'on peut retrouver chez certains expatriés, ce côté-là. Bon, bizarrement, c'est quelque chose qu'ils font plutôt une fois qu'ils sont en dehors de France. Et non, mais moi, il y a comme ça qui sont en France aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose, il faut éviter d'aller de penser comme ça. Ouais, tout à fait, Ça porte pas grand-chose. Ça peut être du ressenti, mais c'est vrai qu'après, c'est pas... Idéologiquement, ça porte pas grand-chose. Voilà comment on peut faire. Hein. Et toi, j'ai envie de te dire personnellement, comment tu vis tout ça, toi? Est-ce que tu aurais peut-être des conseils ou des mantras, je sais pas, qui te répètent tous les jours pour t'aider à garder la motivation de te battre et d'écrire, hein, parce que pour le coup, je vais pas préciser en intro, pour ceux qui te connaissent pas, tu es écrivain. Voilà. Ouais, bon, ça c'est autre chose, mais... c'est une forme de combat, quoi, je veux dire. Oui, alors, bien sûr. Déjà, comment moi je le vis, pas parce que j'écris, comme tu dis, que j'ai le temps de me masturber intellectuellement. Quand tu vis, t'es dans l'instant. Tu penses pas à à ce ressentiment, tu vois, ou à ces idées noires. Et j'ai le sentiment de faire mon devoir, donc je suis serein, en fait. Ouais.
Voilà. Et par ailleurs, je bosse beaucoup, c'est-à-dire que je pas de mon travail d'écriture, donc Oui, c'est important qu'on précise par aussi. ailleurs, donc j'ai pas trop le temps non plus de me, tu vois, entre le, Oui, entre oui. le travail et le travail, tu vois, de me poser la question, quoi. Hmm. Mais en tout cas, si tu sais pourquoi tu te bats, il y en a beaucoup qui tapent sur Rougeron, et ce qui, à mon avis, est complètement débile. Ça me tente pas parce que. Je le renvoie à son bouquin. Non, moi j'ai Abosi. Ah bon, c'est autre chose. Mais C'est ma petite popée voodoo, quoi. je le renvoie à son gros livre. C'est pas lui qui l'a écrit. En fait, c'est un recueil d'articles qui est paru donc aux éditions du Cercle Aristote, qui s'appelle Pourquoi combattre. Hmm. Si vous savez pas, ben, je vous propose de le lire. C'est vraiment un très bon recueil sur ce que le général de Gaulle appelait une certaine idée de la France. Hmm. Non, c'est vrai que Rougeron a pas écrit ou dit que des conneries. Même si je sais qu'il y a une focalisation de certains Oui, non, mais sur sa personne, mais oui. voilà, c'est ça, c'est ça. Alors après, les autres questions, pas des conseils, Ouais, je sais pas si c'est quelque chose qui te vient à l'esprit là. je pense qu'il faut toujours espérer. Tu vois, De Gaulle, c'était les mémoires d'espoir, hein, à la fin. Tu vois, il est écrit Ouais. mémoire d'espoir, les mémoires de guerre, les mémoires d'espoir. Généralement, alors on peut cracher sur le catholicisme autant qu'on veut. Le gros point positif du catholicisme, c'est que normalement, ça conduit vers l'espoir. Oui, oui, c'était cette idée-là en tout cas qui est connue. Oui, oui. Je vois que tu t'amusais d'Adrien Bauzy juste avant. Oui. Ah, c'est notamment sur le côté catholique prosélyte forcené. Ouais. Je te cache pas que ça m'énerve un petit peu. Ouais. Et ce que je peux totalement comprendre. Mais par ailleurs, il faut des gens comme ça. Parce que quand tu l'écoutes, malgré tout, lui, il est toujours optimiste, lui. Ah oui, oui, c'est sûr. Je pense que c'est bien d'avoir des gens optimistes. Et je pense que s'il n'était pas catholique, il serait pas optimiste, tu vois. Donc je pense que ça. Ah, tu vas me faire dire du bien d'Abouzi, putain. Alors, Merde. mais parce que Non. tu sais qu'il y a derrière. On va couper l'émission là. Alors, quand on parle d'espérance et de catholicisme, il faut penser à une figure comme De Grelle derrière. Hmm. Qu'aurait été De Grelle, je veux dire, sans le catholicisme, ou Oui, oui, pourquoi bien sûr. il a cette foi extraordinaire systématiquement, qui va conserver invariablement tout au long de sa vie, c'est Oui, oui, c'est un bon exemple, ça vaut le coup. sûr, bah, évidemment. Donc, tu vois, c'est pas réservé à Adrien Bauzy non plus, ce genre de choses. Hmm. Tu vois, ça peut toucher tout le monde. Oui, oui, tout à fait, oui. On peut aller plus loin. De Grelle te regarde. Quand tu fais quelque chose, quand tu dois faire un choix difficile, ou par rapport à la politique, ou par rapport à la relation entre ta vie politique et la vie personnelle, etc., pose-toi la question, qu'aurait fait De Grelle et qu'est-ce qu'il penserait de moi, quoi. Ah, c'est pas bête ça. Ouais. Peut-être que ce genre de choses peut te... voilà, si tu as besoin, tu vois, d'une espèce de guide spirituel, je sais pas. Bon. Non, non, mais c'est intéressant ça. Ensuite, je dirais d'autres choses pour garder... Parce que tu as remarqué que depuis tout à l'heure, je suis très optimiste, je suis très positif, tu vois. Oui, non, mais il faut, parce que moi je commence à devenir assez négatif. Ouais. Donc c'est bien, ça fait une balance, c'est intéressant. Je dis pas qu'on va tous mourir dans une guerre civile et que l'islam va gagner, tu vois, c'est pas ce que je dis depuis le début. Oui, oui, tout à fait. Je sais que ça a l'air mal barré, mais je sais qu'il faut encore aujourd'hui pas grand-chose pour redresser la barre. Tout à fait. Aujourd'hui, on vit dans des conditions matérielles qui sont extraordinaires. Ah oui, ça, oui, c'est clair. Aujourd'hui, c'est un fait, on vit bien, et on a peut-être aussi envie de continuer à vivre bien. Et on peut se dire aussi que la France en a Sûr. connu d'autres, avec tu vois, d'autres situations qui étaient qui semblaient autrement plus désespérées. Oui, bien sûr. Tu vois, il n'y a pas de raison d'abandonner le combat, et il faut garder ce que tu appelles ta motivation, quoi. Bah, c'est ce que Vauquelin disait dans son dernier bouquin, plus ou moins, ce que tu es en train de dire, justement. Ah, c'est vrai que ça c'est juste. Ouais. Mais oui, mais Vauquelin aussi, c'est quelqu'un qui... Je sais que quand les médias parlent de lui, c'est pour le diaboliser. Il représente le pire de l'extrême droite, du coup de force, du putsch, tu vois, le pire fasciste qui reprend une idéographie un peu mussolinienne ou fasciste, etc. Mais c'est un gars qui a toujours le sourire, c'est un gars qui s'énerve pas, c'est un gars qui est calme. Je veux dire, ça devrait faire réfléchir, quelque chose comme ça. C'est pas un excité. Ah non, pas du tout. Non. Là, c'est pas Zantafio dans Spirou, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, je lui donne une référence un peu à la con pour rigoler, mais bon. Non, non, mais ça va faire rigoler, ça a marché, tu vois. Ça marche. Après, si tu demandes vraiment si la question, elle est vraiment, encore une fois, par rapport à moi-même, et moi, j'ai l'impression je peux pas répondre autre chose parce que j'ai l'impression de vivre ça depuis toujours, en fait. Tu vois, je fais les choses comme ça par devoir, je le fais parce que je l'ai en moi, et puis voilà, quoi. Mais après, c'est un peu la phrase de Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays, hein. Ouais, bien sûr, très juste. Ouais. À la fin, c'est ça, quoi. Voilà. Bon, mais c'est très bien, ça. En plus, tu parlais, voilà, tu m'as fait une transition naturelle. Pour finir, alors je sais justement que les figures de Léon Degrelle et Philippe de Villiers, on a parlé aussi, sont chères à ton cœur. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et en quel sens leurs idées sont encore pertinentes aujourd'hui? Encore, je vais pas enterrer de Villiers, mais en tout cas pour Léon Degrelle. Mais alors pour De Villiers, effectivement, il est contemporain, il est actuel, et je dirais, il suffit de relire ses livres. En fait, tous ces livres, qui sont pas simplement des livres, qui à la base sont des combats, ont été visionnaires, systématiquement. Alors on peut faire la liste, hein. Oui, j'allais te dire, est-ce que tu en as 2-3 conseils justement particuliers? Ouais. Ben, non, mais alors je parle pas forcément des livres, mais des Ah, des combats, oui. combats qu'il y a derrière, et qui sont innombrables, en fait. Déjà, alors, l'actualité avec le Covid, c'est le Puy du Fou.
Oui. T'as remarqué que jusqu'au ministère de la Culture, on a pesté contre les soi-disant passe-droits accordés au Puy du Fou. C'est-à-dire que ce sont des jaloux pathétiques et maladifs. Autrement dit, des merdes. Hein. Pourquoi ? Parce que le parc est suffisamment grand et a mis en place des procédures qui ont été acceptées par le gouvernement, par les administrations préfectorales qui dépendent du gouvernement, et elles ont été acceptées. Il n'y a pas de passe-droit particulier. C'est simplement parce que ils ont bossé, les mecs, tu vois. C'est ça. Et en fait, ils n'ont pas tout réinventé parce qu'il y a un Covid. En fait, de base, ils respectent déjà un certain nombre de normes, tu vois, parce que c'est étendu. Donc, en termes de densité de population dans le parc, même s'il y a beaucoup de visiteurs, ça gêne pas. Enfin, tu vois, il y a des... Ouais, c'était pensé pour ça. les sièges sont de base, on n'est pas entassés les uns sur les autres pour la cinécénie. Enfin, je veux dire, donc à partir de là, il n'y a pas grand-chose à rajouter, quoi. Tu te laves un peu les mains au début, tu distribues un masque, puis c'est fini, quoi. Tu vois, en fait, il n'y a pas de problème, quoi. Alors eux, évidemment, ils sont déçus parce qu'il faut qu'ils annulent leur pauvre festival de reggae avec 300 personnes. Bon. Ouais, c'est ça. Maintenant, si on reprend les principaux combats villéristes, sa métaphysique antitotalitaire et anticommuniste dans la lettre ouverte aux coupeurs de tête et aux menteurs du bicentenaire, en 89, et la chaîne qui miaule, en 90. Donc ça, c'était avant la chute de l'URSS. Toutes ces propositions dans les livres blancs, parce que je rappelle qu'il était ministre, et président de Conseil général, donc la politique de la vie, pour l'éducation, pour l'indépendance de la justice, contre la corruption, contre l'Europe de Maastricht, tout ça, c'est des livres blancs qu'il a écrits dans les années 92, en 1992. Donc il y a eu tout le combat, évidemment, contre le traité de Maastricht, qu'il a fait avec Charles Pasqua et Philippe Séguin, contre le traité d'Amsterdam. Il a écrit un livre qui s'appelle La machination d'Amsterdam, en 98, contre le traité de 97 d'Amsterdam, mais surtout, c'est un combat qu'il a mené en tant que député à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Oui, tout à fait. Et qu'il a mené aussi au Sénat avec ses amis du Sénat, notamment, comment il s'appelle, Georges Berthu et d'autres sénateurs villéristes, parce qu'à l'époque, ils étaient nombreux. Donc je parle pas, vous avez aimé les farines animales, vous adorerez l'euro. Contre le libre-échange, j'ai dit tout à l'heure, ou dans une autre émission, c'est lui qui avait vu avec Jimmy Goldsmith avant tout le monde le piège, que Jimmy Goldsmith avait appelé le piège, au moment de la création de l'OMC en 94, et du libre-échange notamment. Il disait que le libre-échange était un produit des États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis voulaient imposer aux autres, mais qui ne s'imposaient pas à eux-mêmes. Eux sont dans le protectionnisme, en fait. C'est très américain, de toute façon. Et oui, mais donc voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Et j'ai l'habitude de voir ça, puisque il était ministre de la Culture quand Chirac lui a demandé de négocier l'installation de Disneyland Paris à Marne-la-Vallée. Et en fait, il s'est battu de toutes ses forces contre l'extraterritorialité juridique, une TVA spécifique, un droit du travail américain, etc. Et quand il n'a pas réussi, il a démissionné. En 87, quoi. Donc voilà. Son dictionnaire, je crois que c'est le premier dictionnaire politiquement incorrect à la française, 1996. Tu vois, ce que fait aujourd'hui, enfin depuis des années déjà, Jean-Yves Le Gallou avec Polémia, par exemple. Villiers avait sorti un livre en 96 là-dessus chez Albin Michel, tu vois. On peut parler de l'américanisation, du marché transatlantique. En 2013, tout le monde parlait du marché transatlantique. Lui, il en a parlé dans un livre en 2003. Voilà. On parlait d'écologie et des abeilles. Il a écrit en 2004 « Quand les abeilles meurent, les jours de l'homme sont comptés », qui était la formule d'Einstein. Ce bouquin-là est un petit peu la somme de ses expériences en tant que conservateur authentique, c'est-à-dire écolo de droite. Par exemple, quand il était président de la Vendée, c'est lui qui a interdit la culture d'OGM en Vendée. Il s'est battu contre Total au moment de la marée noire de l'Erika. Il a fait interdire les pesticides, notamment un qui s'appelle Gaucho, c'est très drôle, de Bayer et de, comment il s'appelle, BASF et Bayer, les sociétés allemandes, de chimie, qui faisaient disparaître les apiculteurs en Vendée, par exemple. Contre l'entrée de la Turquie dans l'UE, et Jacques Chirac, qui en était le promoteur, il a écrit Les Turcs du Grand Mamamouchi, pour rappeler qu'à chaque fois que les Turcs sont venus en Europe, ça s'est pas bien passé. On peut rajouter, donc, si on va dans le fil de la Turquie, contre l'islamisation. C'est lui qui a parlé de l'islamisation de la France dès les années 90. Je crois que personne n'en parlait à cette époque. Un des seuls qui a commencé à en parler derrière en 2002, c'est Houellebecq. Parce que Houellebecq avait sorti des phrases à l'époque qui avaient été très très mal reçues dans le Figaro, où il avait dit que c'était la religion la plus con du monde, c'était quand même l'islam, etc. C'était il y a 20 ans quasiment, ça. Ouais, c'est clair. Donc Villiers a écrit derrière en 2006 Les mosquées de Roissy, et en 2016 Les cloches sonneront-elles encore demain, qui sont des plaidoyers contre l'islamisation et pour la conservation de la France chrétienne, on va dire,
pas forcément catholique, mais au moins culturellement chrétienne. Voilà, je parle pas de la redécouverte des grands personnages de l'histoire de France dont il a écrit les vies, avec les Oui, bien romans de sûr. Charette, de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc et de Clovis, etc., quoi, hein. Et puis, bon, il a synthétisé ses rencontres dans le moment est venu de dire ce que j'ai vu, Oui. 15, qui est peut-être le livre que je conseille le plus, finalement. Sur l'Union européenne aussi, hein, il a écrit Le fil du mensonge, là, hein, en 18, je crois. J'ai tiré sur Le fil du mensonge et tout est venu, où il explique que l'Union européenne, avec tous les documents d'archives, est une création américaine, comme on l'a toujours dit. Mhm. Nous, souverainistes, j'allais dire. Oui, ouais. Puis le petit dernier, là, avec la crise du virus, qui s'appelle... comment il s'appelle, le petit dernier? C'est un nom assez long. Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde. Voilà. Qui est, alors là, c'est un livre assez court, mais en fait, qui est très très dense, et qui mériterait... Chaque phrase mériterait une exégèse, quasiment. Mhm. C'est un livre qui fait un peu ésotérique. Voilà. Il faut le lire Ouais, d'accord. Ok. tranquillement, quoi. Si tu l'enchaînes, tu comprends rien. C'est- Bon, bref. Donc, peut-être, j'ai peut-être été un petit peu long, mais Non, mais en plus, il est productif, hein. C'est quelque chose qu'il faut rappeler quand même, hein. c'était pour montrer que quand Villiers écrit un livre, c'est pas seulement un livre, en fait, c'est tous ces combats qu'il y a dedans en tant que parlementaire, en tant que président de conseil général et en tant que ministre. Voilà, c'est ça. Mhm. J'ajoute que c'est lui qui a popularisé avec Paul-Marie Couteau le terme de souverainisme en France, Oui. justement qui date de son combat contre le traité de Maastricht, et que, comme il l'a encore répété dans une radio récemment, justement pour présenter son dernier bouquin, quand il défend la souveraineté, c'est jamais au détriment de l'identité. Il a répété encore il y a quelques semaines que quand on parle de souveraineté, ça ne peut aller que de pair avec l'identité, qu'elles sont liées et que l'un ne va pas sans l'autre. Mhm. J'enfonce le clou parce qu'il y a, j'ai déjà dit, mais je le répète, il y a une certaine tendance pseudo-nationaliste qui voudrait faire croire qu'il y a d'un côté les souverainistes qui sont des abrutis, et puis de l'autre côté les identitaires qui ont tout compris. C'est une vision complètement débile. Évidemment que c'est lié. Tu peux pas conserver ton identité sans souveraineté, et la souveraineté, en fait, in fine, n'est qu'un moyen de conserver ton identité et tes traditions. Ben oui, il me semble que c'est quand même ce binôme qui marche de pair, ouais. Si t'enlèves l'un, l'autre n'a plus de sens. Bien sûr, ouais. Bref. Et en plus, puisque tu me parlais de De Grelle aussi, Oui, on peut faire un je t'en prie. parallèle assez simple entre Villiers et De Grelle. Encore une fois, les deux, un petit peu comme avec De Gaulle, les deux ont la même formation à l'Action française, que Villiers, quand il était à Sciences Po, je veux dire, il révisait dans les locaux de l'Action française, à Paris. Oui. Enfin, après, si on ne le comprend pas avec tout ce qu'il a pu dire et écrire par ailleurs, on n'en a pas compris grand-chose. Mais il y a le vrai Villiers et il y a le Villiers médiatique. Oui, bien sûr. Mais il faut lire entre les lignes un peu aussi, quand même. Bon. Moi, j'ai le souvenir d'une conférence extraordinaire, je crois, en 2012, à l'Action française à Paris, au Cercle de Flore. Il était venu présenter son dernier bouquin sur Saint-Louis à l'époque. Mhm. Et à la fin, il avait tellement attaqué la République et la démocratie dans la conférence, il finit la conférence en citant son frère, qui était à l'époque chef des armées. Non, qui était, je ne me rappelle plus s'il était déjà numéro 1 ou s'il était encore à l'époque numéro 3. Non, c'est possible qu'il était déjà numéro 1, puisque Macron l'a conservé, mais sous Hollande, bon, Hollande-Sarkozy, bon. Et Villiers fait une attaque en règle contre le régime, et il cite son frère qui est chef des armées, quasiment. Regarde, moi, Mhm. de l'intérieur, le lendemain, je les mets en prison tous les deux, ça devient dangereux, tu vois. Et, Ouais, c'est sûr, ouais, je vois. et lui, il dit ça tranquillement, tu vois, l'air de rien, quoi. Ouais. Le parallèle entre Villiers et De Grelle s'arrête pas là, évidemment, le catholicisme, quoi, inébranlable, hein. Je rappelle que Villiers a traversé un cancer de l'œil. Le cancer, c'est moral aussi. Les gens qui n'y croient pas Bien sûr. ne survivent pas. Et c'est marrant parce que j'avais fait une émission à Vive l'Europe avec Daniel en 2016. Mhm. Il m'avait déjà interrogé dans la même émission sur Villiers et sur De Grelle. C'est assez drôle. Je cite un dernier point commun entre les deux, c'est que les deux ont commencé, dès qu'ils ont commencé la politique, quasiment, ils ont quasiment été exclus du champ politique, dès le début, de la politique démocratique. Pourquoi? Parce que les deux, immédiatement, dès qu'ils sont arrivés sur scène, ils ont dénoncé la corruption qu'il y avait et qui régnait. Mhm. Et autre point commun qui va encore plus loin que ça, ils ont dénoncé la corruption dans leur propre parti avant de la dénoncer ailleurs. Villiers Ouais, c'est vrai. au sein du Parti républicain, qui était un pôle de l'UDF, et De Grelle au sein du Parti catholique. Et il disait, il faut commencer par faire le ménage chez nous. Et donc ils ont commencé à être ostracisés, non seulement sur l'arène politique, mais dans leur propre camp de base, puisqu'ils ont commencé par dénoncer les petits copains qui trichaient. Ouais. Voilà, bon bref, donc on peut continuer longtemps comme ça. Après, pour aller vite sur De Grelle, on a déjà parlé, c'est le sens du devoir, du don, mais du don jusqu'au sacrifice, Mhm. du courage,
de l'espoir, on en a parlé, de la foi, du culot. On fait pas de grandes choses sans culot. Et ce qui marche, il y a un gros coup de culot derrière, soit pour avoir les fonds par un banquier, soit pour avoir, par exemple dans le champ culturel, ce qu'a fait Villiers avec le Puy du Fou, pour récupérer directement les grandes voix de Philippe Noiret, etc., de Jean Piat, etc. Je veux dire, il faut être culotté pour vouloir être président de la République ou Premier ministre. Bon, voilà, donc, le sens du peuple et ce que j'appellerais l'idéal national et social. Voilà. Ouais, c'est surtout, moi je dirais le panache pour De Grelle, parce que c'est vrai que bon, même encore aujourd'hui, vous écoutez ces discours. Mais c'est ça. Mais Si vous n'avez pas envie de vous battre après ça, je comprends pas, quoi. Alors c'est pour ça que j'avais fait une conférence sur Sigma, sur De Grelle, que vous pouvez retrouver sur mon site. Ouais, on mettra le lien. Ouais. C'était une simple biographie, hein, mais dont je pense que l'exemple, au-delà des idées, à la limite tous les camps politiques peuvent le prendre pour exemple parce que c'est un militant qui va au bout. Ah c'est ça, tout à fait. Alors justement, on peut finir là-dessus. Quelle est ton activité littéraire, toi, Jean-Yves? Il semble que tu prépares justement, entre autres, un livre sur une série pour laquelle on partage le même intérêt, mais... Oh, bah l'actu, il faudra que j'essaie de vendre ce que j'ai déjà fait, hein. De toute façon, maintenant, j'écrirai plus rien parce que en termes politiques, parce que je me répéterai. Oui, parce que tu nous avais déjà dit au micro. Ouais. Tu vois, parce que c'est facile d'écrire un livre par an avec une mise à jour plus ou moins modeste, puis de revendre un nouveau bouquin pour dire j'existe. Ou alors pour enrichir les auditeurs qui réclament à corps et à cri un livre tous les 12 ou 24 mois. Mais moi, je suis quelqu'un de libre et je vis pas de ça, donc j'ai pas besoin de faire le mariole. Oui. Maintenant, c'est fini. J'ai écrit le mondialisme, j'ai écrit le traditionnalisme, j'ai écrit l'ingénierie sociale, j'ai écrit le gauchisme. Si avec tout ça, vous n'avez pas un état des lieux et les réponses, je veux dire, c'est pas la peine, quoi. Bon. Maintenant, effectivement, je suis en train de terminer quelques bouquins plutôt culturels. J'ai écrit la petite autobiographie culturelle Souvenir d'un rêveur. J'ai écrit la brochure sur les jeux vidéo, mes années 90 en jeux vidéo. Une brochure en couleur, une 40aine de pages, voilà, avec une 30aine de jeux. Et là, j'ai écrit, et je suis à peu près à 2/3, ça sortira pour la fin de l'année, un guide de la série télévisée X-Files, parce que X-Files, les principaux thèmes de la série, c'est le paranormal, les facultés paranormales, qui souvent trouvent leurs racines en fait dans des sciences traditionnelles. Donc ça permet de faire le lien entre modernité et tradition. Les extraterrestres qui sont un sujet paranormal à part entière, bien que ce soit pas mon sujet préféré, mais on peut le prendre aussi comme une symbolique. Et puis la conspiration gouvernementale. Oui. Hein, les expériences secrètes des gouvernements ou d'entités au sein du gouvernement, puisque pour X-Files, on parle essentiellement du département d'État et un petit peu de la CIA. Il y a certaines expériences, par exemple, il y a des références à MK Ultra, etc. Oui, voilà, donc je m'amuse à faire ça. C'est un truc que j'avais ébauché en 2005. Oui, c'est un vieux projet. Ouais. C'est un projet que tu as entamé un petit moment. Depuis, il y a eu un film qui était assez mauvais d'ailleurs, et puis 2 nouvelles saisons, je crois. Oui, aussi. Ouais. 2016 et 2018, je crois. Ouais, c'est gentil. Soit le temps passe vite, soit... Ouais. Moi, je les ai pas vues celles-là, mais bon. Elles sont pas mal, hein, elles méritent d'être vues. Voilà. Oui, apparemment, elles sont pas si mauvaises. Voilà, ça reprend bien le lien avec de la modernité, justement, etc. Parce qu'à l'époque, X-Files était très moderne, et puis. Oui, tout à fait. Et puis ensuite, tout le monde l'est devenu. Et donc, il fallait reprendre la main. Et ils ont réussi à faire une bonne transition entre leur époque et la nouvelle. Tu vois, parce qu'ils avaient arrêté en 2001, 2001, je crois, la dernière saison avant. Tu vois, quasiment 15 ans après, quoi. Ils ont réussi à reprendre. C'était beau. Voilà. Et donc, je pense que ça clôturera mes activités purement culturelles. Alors, en sachant que j'avais déjà édité de Vince Corti le premier tome de la PCP Compagnie, qui était du théâtre. Oui, aussi. Eh bien, le deuxième tome sortira aussi fin de l'année. Okay, on va même essayer de le faire pour l'automne, mais ça va être difficile avant la fin de l'automne. Mais bon, voilà, en tous les cas, l'hiver, ça sortira, quoi. Ok, bah, très bien. Au pire pour Noël, quoi. Donc toujours de Vince Corti, ce sera en 3 tomes, c'est une trilogie, donc c'est du théâtre, hein, ça se lit facilement. D'accord, c'est une trilogie. Voilà. Je savais pas ça. Voilà. Alors pour finir, j'ai envie de te poser ma question habituelle. Si toi tu devais retenir un seul auteur qui a marqué ta vie militante, ça serait qui? Alors oui, je vais essayer de répondre en plusieurs points, parce que si vraiment je dois en citer qu'un... Ah oui, c'est compliqué comme question, hein, j'ai conscience. Ouais. C'est extrêmement compliqué, et en plus la question est très précise. Militant. Oui. Une vie militante. Alors, en fait, j'ai commencé à écrire précisément parce que je trouvais pas d'ouvrage suffisamment fort et complet en tant que militant. Et donc j'ai écrit La France face au mondialisme pour ça, à la base, en 2011. En fait, le travail d'écriture, de recherche, je l'ai pas commencé en 2011, je l'ai commencé des années avant, je l'ai commencé en 2006, quoi. Et très très sérieusement à partir de 2008. Donc bon, c'est un aboutissement, mais du coup, au moment où j'étais vraiment militant, pur, tu vois, avec des affiches, etc., je savais pas trop, mais si je devais t'en donner un de cette époque, et qu'encore aujourd'hui j'ai plaisir
à relire, même si je le fais pas tous les jours, parce que bon, voilà, il y a tellement de livres qui sortent que j'ai plus de, enfin, le temps que j'ai, le peu de temps qui me reste, c'est plus pour relire que pour relire, quoi. Mais bon, Oui, j'imagine. hein, c'est Paul-Marie Couteau. Parce que Paul-Marie Couteau m'a appris un certain nombre de choses dans ses bouquins. Je trouve qu'ils sont éclectiques, ils sont d'une grande érudition, ils sont faciles à lire, parce que j'avais déjà dit dans l'émission sur l'instant caucasien sur mon travail d'écrivain, c'est que c'est quelqu'un qui arrive bien à mêler idées de fond, analyse et anecdotes personnelles. Et donc ça rend, puis en plus il a une vie professionnelle et politique extrêmement vaste et intéressante. Donc c'était un diplomate, etc. Puisqu'il a été la plume du secrétaire général des Nations Unies, Boutros-Ghali, 2 ans. Il a été la plume de Séguin. Il a été avec Pasqua et Villiers. Il a été haut commissaire à la langue française. Il a été député européen pendant 10 ans. Enfin, il a une expérience assez large, quoi. Et puis c'est un entremetteur, Villiers. C'est un entremetteur politique. C'est lui qui a fait rencontrer Chevènement et Villiers. C'est lui qui a fait rencontrer Philippot et Marine Le Pen. Ah ouais, d'accord, ok. Je savais pas tout ça. Il a écrit les discours de Fillon en 2017, où il s'est amusé à lui faire redire la même chose que ce qu'il avait fait dire dans ses discours à Marine Le Pen en 2012, en 2014. Enfin, c'est assez drôle, quoi. Ouais. Non, c'est bien que t'en parles, c'est vrai qu'il est pas souvent cité, Pierre-Marie Couteau, pour le coup. Ouais, Paul-Marie Couteau, ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que je te le citerai lui. Après, avec le recul, ça c'était ma vie militante, mais si on doit lire pour un militant d'aujourd'hui, évidemment, je renvoie à Villiers pour la politique française. Oui. Et pour la politique plutôt mondiale, je renverrai à Yann Moncomble, qui est ancien, mais qui est suffisamment d'actualité pour être intéressant, et son travail n'a pas vraiment été mis à jour. Une fois, j'avais parlé que je le ferais, c'est un des projets qu'il faudrait faire, mais je veux dire, j'en ai vraiment pas le temps ni les moyens actuellement, quoi. Ouais, t'en avais déjà parlé, je crois, au micro. Et j'incite vraiment. Ça me dit quelque chose. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile à trouver Moncomble, parce que c'est d'occasion, c'est pas réédité depuis longtemps. Ceux qui les ont les vendent peu parce qu'ils sont bons, donc ils les gardent. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui a un possesseur qui décède et que ça finisse dans un vide-grenier pour tomber dessus, quoi. C'est vraiment difficile aujourd'hui. Voilà. Et puis, quand même, Moncomble, c'est le passé. C'est intéressant pour comprendre ce qui se passe. Mais pour savoir quoi faire, aujourd'hui, ce qu'il faut lire, c'est Philippe Landeux. Oui. Hein, j'en reparle à chaque fois, mais lisez Philippe Landeux. Non, mais tu fais bien. La répétition est la base de la pédagogie. Tout à fait. Philippe Landeux, qui est l'auteur de la théorie de la cité, le civisme, et donc qui est entre autres, mais notamment parmi son volet le plus important, une théorie d'échange monétaire à l'échelle nationale et internationale sans argent, voilà, et qui sera la révolution de demain. Donc les bouquins là-dessus, c'est essentiellement théorie de la propriété pour comprendre les principes, révolution pour comprendre les enjeux. Il a fait un petit bouquin qui s'appelle Révolution, et puis contre-courant, qui est une critique des autres systèmes économiques. Il me semble qu'il a refait des vidéos aussi, ou des entrevues, il n'y a pas si longtemps que ça. Et il en fait régulièrement, je sais, sur ta chaîne, Philippe Landeux. Alors là, il y a une petite série, je crois qu'il compte 4 ou 5 vidéos, où des gens qui sont convaincus par les idées de Philippe, notamment économiques du civisme, par rapport à leur propre sensibilité, la façon dont ils ont reçu et intellectuellement dont ils comprennent et ensuite propagent cette théorie. Moi, j'ai fait la mienne il y a quelques mois, pendant le confinement. Je crois qu'en tout, il y en a 4 ou 5. Ok, bon, on mettra ça en lien. Ouais, merci beaucoup en tout cas, Jean-Yves. Bon, on continue à suivre ton actualité, de toute façon, il n'y a pas de souci. Oui, moi, ce que je vous demanderais maintenant, c'est puisqu'il y aura de moins en moins d'actualité, c'est de propager déjà ce que j'ai fait. Oui, ça serait ça. Parce que je considère à peu près tout fait, et donc maintenant, il faut en prendre note, quoi. Tout à fait. Allez, merci à toi. Je crois que c'est la fin en même temps prochaine de la lancée de bouclier, si je comprends. Et c'est ça, c'est pour ça que je te dis pas une prochaine, parce que bon, voilà. Du coup, donc c'est quasiment acté. Écoute, on finit en beauté, on va dire. C'est pas la dernière, mais voilà, c'est une des dernières. Tout à fait. Allez, à la prochaine. Salut. Ciao.